Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Qu'elle soit au milieu de l'océan, à la tribune d'une conférence environnementale ou à son bureau pour s'atteler à l'écriture d'un livre, Isabelle Autissier ne fait jamais les choses à moitié. Femme de conviction et d'engagement, elle est à la fois navigatrice, pionnière, militante passionnée et écrivaine reconnue. Nous avons eu la chance de l'accueillir à Brest au début de l'été pour parler de son nouveau roman « Le naufrage de Venise », dans lequel elle imagine la disparition de la Sérénissime engloutie sous les eaux. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur ses trois passions, la navigation, la défense des océans et la littérature. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti! Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre comment se lient vos trois passions. Laquelle des trois est arrivée en premier dans votre vie ? Celle qui est arrivée en premier, je pense que c'est à parts égales la navigation et la lecture. Moi, je suis une petite fille qui a toujours lu, donc j'avais sûrement des livres pour enfants quand j'ai commencé à savoir lire, vers 5 ans. Par contre, on a assez vite commencé à faire du bateau sur un petit dériveur en Bretagne quand on allait en vacances avec mes parents, surtout mon père qui était très féru de ce genre de sport. Donc oui, j'ai aussi commencé à faire du bateau vers 6 ans à peu près. Qu'est-ce que vous lisiez justement étant jeune ? Quelles sont les premières lectures qui vous ont marqué et dont aujourd'hui vous vous souvenez encore ? Alors les premières, très honnêtement, je m'en souviens plus. Par contre, moi j'étais une fan à l'époque du Club des 5, voilà, la bibliothèque verte aussi, toutes ces choses-là. Je me souviens que j'avais été assez marquée, mais alors donc là je devais quand même avoir au moins 10 ou 12 ans, par la lecture de la série des Alice, qui était une espèce de reporter extraordinaire, très courageuse, américaine, et alors elle conduisait une voiture. Et elle avait une voiture coupée. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'une voiture coupée. Mais enfin, une jeune femme qui conduisait une voiture, qui arrêtait les brigands, ça me paraissait génial, quoi. Je me disais, quand je serai grande, peut-être faudra que j'y pense aussi, quoi. Alors, votre premier roman est paru en 2009. Est-ce que l'écriture existait déjà dans votre vie ? Lorsque vous naviguiez, est-ce que vous aviez un journal de bord ou quelque chose ? Alors, journal de bord, non, enfin uniquement technique. Par contre, j'avais déjà eu l'occasion d'écrire des petits papiers à droite à gauche pour des journaux. J'ai eu des collaborations, par exemple, avec Libération et d'autres journaux. Donc, oui, j'avais des petites choses, mais j'avais jamais vraiment écrit. Le seul moment où j'ai vraiment commencé à écrire, c'est en revenant du Vendée Globe en 96, où on a fait un livre à 2 voix, un peu sur l'expérience du Vendée Globe, et où là j'avais dit, moi j'ai pas envie de raconter l'histoire comme ça, j'ai envie de faire des textes plus de ressenti. Donc en fait on avait monté un bouquin avec Éric Coquerel, qui était la personne qui s'occupait de la presse pour moi à l'époque, où lui faisait un peu le fil rouge, racontait l'histoire au jour le jour, et puis moi j'intervenais par des textes comme ça, plus de sensations et d'émotions. Vous aimiez déjà manier les mots ? Parce que c'est ça, votre écriture aussi, il y a beaucoup de détails, il y a le soin des mots. Oui, je pense que j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours adoré ça dans la littérature. Vous parliez de livres qui m'ont, alors de livres de jeunesse, mais un peu plus tard, peut-être j'étais peut-être en terminale, en première ou en terminale, je me souviens d'avoir, pour moi ça a été vraiment la rencontre avec la littérature, c'était 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Je ne sais pas pourquoi ce livre-là, mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'on pouvait dire plein de choses en racontant une histoire. C'est-à-dire sans parler spécifiquement de ces choses, mais en les faisant comprendre et connaître à travers des personnages, à travers des situations. Et puis, j'avais été frappée aussi par l'écriture de Garcia Marquez et par cette espèce de côté presque oral de son écriture et comme si on me murmurait les mots à l'oreille, quoi. Et donc, du coup, le côté purement littéraire, c'est devenu quelque chose auquel je me suis mise à faire attention après dans mes lectures.
C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre dernier livre, Le naufrage de Venise, c'est-à-dire qu'il y a un message derrière ce roman, cette histoire. La force de la littérature, pour vous, c'est ça, c'est aussi justement de permettre de faire passer des idées. C'est un mode d'expression, mais d'une manière peut-être plus détournée, plus douce. Oui, évidemment, l'humain a toujours fait ça. Il a toujours utilisé les histoires, qu'elles soient orales ou écrites, pour faire passer des idées, des émotions. Il n'y a pas un seul livre en littérature qui soit, entre guillemets, gratuit. À chaque fois, il va nous faire partager un vécu et donc nous faire réagir et donc nous faire peut-être nous poser des questions ou partager des sentiments. Donc ça, je crois que c'est une grande classique, entre guillemets, de la littérature. Et puis c'est vrai qu'à travers Le naufrage de Venise, pour moi, c'était quand même relativement conscient dans ma tête, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais là, si, que je voulais faire partager cette espèce de question du déni, de la course à l'abîme, qui fait qu'on sait beaucoup de choses et qu'on fait comme si on ne les savait pas. En tout cas qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour y remédier, qui me paraît quelque chose de tragique en fait dans l'évolution de nos sociétés, parce que ça nous amène quand même à beaucoup de désagréments, et qui pour moi, je peux en comprendre les raisons quand je regarde les choses à froid, mais en même temps j'ai une forme d'incompréhension. Je me dis mais comment faut le dire pour que vraiment on s'y mette, quoi. Et je pense que la littérature qui vous rapproche humainement des choses, qui leur donne une forme, un contenu, qui leur donne un affect, qui leur donne, ça peut être un moyen. Quand on ne veut pas voir les choses, on ne les imagine pas. Et là, ça permet finalement de les toucher du doigt et de les incarner à travers des personnages très réalistes qui pourraient être chacun d'entre nous. Oui, oui, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que ce défaut d'imagination dont vous parlez, ça fait partie des facteurs qui font qu'on est dans le déni. C'est-à-dire qu'on vous parle, je vais juste prendre le dérèglement climatique, beaucoup d'entre nous n'ont absolument pas assez d'imagination pour voir ce que ça va changer dans leur vie propre. Bon, le dérèglement climatique affecte les océans de manière très forte, et entre autres le plancton. Le plancton nous fournit la moitié de notre oxygène. Ça veut dire qu'on va vers du déficit respiratoire. Voilà. Ça veut dire que chacun d'entre nous aura du mal à respirer, tout simplement. Voilà. Il faut à un moment peut-être le dire comme ça aussi, pour que les gens se disent, mais voilà, ouais, enfin, il y a un moment, oui, on a un manque total d'imagination, alors que quand on déroule la pelote, quand on tire le fil, on voit bien où ça va, quoi. Alors, qu'est-ce qui, chez vous, a fait le déclic de cette prise de conscience écologique? Bien sûr, en tant que navigatrice, vous la côtoyez, cette nature, il y a une attention quotidienne? Alors, il y a eu ça, mais il y a eu avant. Moi, je suis donc une scientifique, je suis un ingénieur agronome à Lieutte. Donc, j'ai l'habitude de m'appuyer sur le tangible de la planète, c'est-à-dire les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, que j'ai apprises et où je sais que c'est comme ça et pas autrement. Ça nous fait peut-être pas plaisir que l'eau gèle à 0 degré, il n'empêche qu'on ne va pas l'en empêcher, et voilà, c'est comme ça. Donc j'ai ce fond de rationalité, de côté scientifique, les choses vérifiables dont on est sûr. Et quand je faisais mes études et après quand j'ai travaillé comme à Lieutte, là pour le coup, je me suis tout de suite confrontée à ça. C'est-à-dire que moi, en tant que scientifique, je voyais comment évoluaient les populations de poissons sous l'effet de la surpêche. Et je voyais où est-ce qu'on allait, et qu'on allait vers de moins en moins de poissons et donc de moins en moins de pêcheurs. Et quand j'essayais de partager ça avec les organisations de pêcheurs ou les pouvoirs publics, etc., on me disait non, mais ça va vos histoires. Nous, il faut que les pêcheurs puissent vivre, il faut qu'ils remboursent leurs emprunts des bateaux, il faut qu'il y ait du poisson dans les filières économiques, etc. Il faut que les villages puissent vivre de la pêche. Donc, remballez vos histoires. Moralité, quoi? Moralité, la France a perdu plus de la moitié de ses pêcheurs. On a eu des drames parce que les bateaux, il a fallu les brûler. On a donné des primes aux gens pour qu'ils brûlent les bateaux. Vous voyez le drame que c'est. On a perdu du savoir-faire, on a perdu des emplois par dizaines de milliers. Il y a des villages entiers qui ont perdu cette ressource parce qu'on l'a complètement gaspillée. Donc on aurait été un peu intelligent, on aurait soutenu les pêcheurs pour les aider à moins pêcher et à réguler leur pêcherie, au lieu de leur donner de l'argent pour creuser leur tombe en allant toujours plus loin, toujours plus fort avec des bateaux toujours plus grands.
on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est un gaspillage humain qui est très triste et qui est énorme. Et on avait tous les éléments pour l'arrêter. Mais encore une fois, on s'est focalisé sur d'autres indicateurs et on n'a pas voulu tenir compte de la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, elle est ce qu'elle est. Encore une fois, elle ne nous plaît peut-être pas, mais c'est comme ça. Et là encore, si on rapproche à votre roman Le naufrage de Venise, là il y a le personnage du scientifique Livio qui, à grands coups de rapports, de chiffres, alerte et ne cesse de le faire et il n'est pas entendu. Et peut-être là votre message c'est de dire maintenant ça suffit, il va falloir les écouter et les regarder ces chiffres. C'est indispensable. Alors, on a la chance immense d'avoir, de par le monde, des tas d'équipes scientifiques où les gens sont super bons et travaillent vraiment bien et donc nous fournissent les éléments parce que il y a encore 40 ans, on n'en savait rien. Hein, et donc, voilà. Donc, ça, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer puisqu'ils nous donnent, d'une part, les preuves et les éléments, mais ils nous amènent aussi à des solutions. L'ensemble des scientifiques, des ingénieurs, des gens, on a beaucoup de solutions. Regardez sur la question du climat et de la fourniture de l'énergie. En 40 ans, on a fait des progrès considérables pour aller vers les renouvelables. Donc tant mieux, très bien. Bon, maintenant, il faut qu'on s'en saisisse. Vous pensez que la littérature et peut-être au-delà, le théâtre, le spectacle vivant, le cinéma peuvent être utiles dans ce combat de prise de conscience générale ? D'abord, les arts et la culture sont le reflet des sociétés. Donc, se posent les questions que se posent les sociétés et en général se les posent un petit peu à l'avance. Hein. On voit comment, par exemple, le théâtre d'avant la Révolution française pouvait déjà annoncer la Révolution française, par exemple. Donc oui, je pense que la sensibilité des gens du monde de la culture, leur façon d'avoir leurs antennes déployées sur ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se pense, les met en position d'être un peu avant-coureurs sur ce qui se passe. Donc je crois que c'est bien et donc je crois que oui, ils ont cette capacité d'être des accélérateurs de pensée, d'autant plus que justement souvent un rapport scientifique, on va trouver ça casse-pied. D'abord, il faut parfois un peu connaître le langage des scientifiques pour être capable de le lire et de le décrypter. C'est pas si facile. Et puis, c'est casse-pied, les courbes, les chiffres, hein, ça ne nous amuse pas. Alors qu'une pièce de théâtre, une peinture, une musique, un livre... voilà, on va plus avoir envie d'aller voir et donc on va retrouver sous une autre forme finalement les choses et encore une fois sous une forme plus incarnée, plus humaine qui va sans doute plus nous toucher. Quels sont les points communs entre le travail d'écriture et le rôle d'un marin sur un bateau ? Qu'est-ce qui finalement se recoupe dans ces deux casquettes ? Il y a quelque chose d'assez pas laborieux, mais en tout cas voilà, une répétition de gestes, une attention. Est-ce que ce serait ça ? Je pense qu'il y a plusieurs choses sans trop filer la métaphore. D'abord, il y a une forme d'engagement. Quand on part en mer, on s'engage parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière l'horizon et l'océan est très malin pour nous inventer plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Et quand on est devant sa feuille blanche, il y a un engagement personnel aussi. On va sortir quelque chose de son crâne, de ses émotions pour les mettre sur le papier. Et là non plus, on ne sait pas où forcément, enfin moi je ne sais pas en tout cas, forcément où ça va aller. Après, vous le disiez, il y a un côté besogneux. Enfin, il y a un côté de travail. Pour être un bon marin, il faut avoir passé des milliers d'heures en mer et il faut avoir appris un tas de choses. Et je pense que sur l'écriture, c'est pareil. Moi, je ne crois pas au type génial qui prend une feuille pour la première fois de sa vie et qui vous écrit Proust. Je pense que pour moi, d'ailleurs, je le vis comme ça. J'écris, c'est pas bien, ça me plaît pas, je reviens, je recommence, c'est pas bien non plus, j'y retourne, et puis je mets ce que j'appelle les petits coups de gouge, hein, vous voyez, il y a le bloc qui est un peu brut comme ça, et puis il faut arriver à l'affiner, et même d'ailleurs, moi j'aurais du mal à m'arrêter, c'est souvent mon éditeur qui me dit, bon, voilà, stop, sinon tu y es encore dans 3 ans. Donc il y a cette espèce de constance qu'il faut avoir et voilà, et je pense que et puis dans les deux cas il y a aussi une forme d'incertitude. Moi j'ai décidé d'aller à tel endroit en bateau, mais est-ce que vraiment c'est là que je vais réussir à aller? Je ne sais pas.
Et puis, j'écris un livre. Est-ce que, comme on dit, il va rencontrer son public ou pas? Je ne sais pas. Donc voilà, dans les deux cas, il faut, et je pense qu'à un moment, il y a aussi une question de confiance en soi. Il faut accepter de mettre son énergie dans une démarche, voilà, d'essayer de mettre tous les atouts de son côté, mais accepter aussi l'incertitude, et pourquoi pas accepter aussi que ça ne marche pas comme on veut, quoi. Ça veut dire que quand vous écrivez, vous ne faites rien d'autre, vous ne naviguez pas à ce moment-là, où il y a des périodes? Non, pas du tout, je ne peux pas faire les deux en même temps. Quand je navigue, je suis 100% en mer, et quand je suis à ma table de travail, je suis 100% à ma table de travail. Maintenant, dans l'année, les moments se remplacent. C'est vrai qu'à minima, pour écrire, il me faut au moins 3-4 heures toute seule, sans téléphone, sans... Voilà, il faut que j'arrive à me concentrer, à me remettre dans l'ambiance, dans les personnages, dans leur mentalité, voilà. Tout ça, je fais ça chez moi. Bon, naviguer, évidemment, je navigue sur des périodes longues. Moi, j'aime bien, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que je veux avoir une vraie disponibilité aux endroits où je vais, et puis pour des raisons de sécurité aussi. Je ne veux pas être prise par le temps. Donc, je fais peu de navigation. En fait, j'en fais une par an. Mais elle dure au moins 2 mois et demi. Donc, voilà, du coup, j'ai le temps de m'immerger aussi dans les choses maritimes. Alors justement, pour cette période de navigation cette année, le projet est de lier finalement la mer et la littérature. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Isabelle Autissier? Moi, j'ai adoré toute la série des Racontars arctiques de Jørn Ril, l'écrivain danois, qui met en scène des trappeurs de l'époque des années 50, 1950, 1960, qui étaient ces gens donc, qui vivaient à l'année dans des petites cabanes disséminées sur le rivage du Groenland, qui vivaient toute l'année, parfois tout seuls, parfois à deux, y compris l'hiver boréal, avec la nuit polaire, etc. Et donc voilà, qui racontent tout ça, qui racontent très bien, qui racontent les paysages aussi. Et en fait, je me suis avisée qu'il est assez vraisemblable que ces cabanes existent encore, en tout cas en partie. Elles sont peut-être un peu abîmées. Depuis que c'est devenu un parc, il n'y a plus de trappes, il n'y a plus de chasse dans ces lieux-là. Et voilà, l'idée, c'est un peu que ce soit le fil rouge de l'expédition cet été avec le bateau, et qu'on essaye d'aller naviguer dans ces baies et dans ces glaces pour voir si on retrouve des traces de l'inspiration de Jørn Ril. Alors peut-être pour terminer, Isabelle Autissier, et avant de vous souhaiter bon vent pour cette nouvelle traversée, est-ce que vous avez des conseils à nous donner de lecture qui vous auraient marqué dernièrement, nouveauté ou pas, un livre qui vous reste en mémoire? Comme je vais aussi passer une partie de mon temps en Islande, toujours j'aime bien lire la littérature des pays qui se rapportent à là où je vais. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'écume Stefansson. Les gens qui ne le connaissent pas, il faut qu'ils commencent par la trilogie qu'il a écrite il y a une dizaine d'années à peu près. Alors j'ai plus les 3 titres en tête, mais qui est une plongée dans cette vie de l'Islande à la fin du 19e, au début du 20e, qui est vraiment saisissante. Et puis là, pour le coup, il y a une écriture que j'aime beaucoup, que je trouve très, très puissante, qui va bien en tout cas avec ce qu'il raconte. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Le naufrage de Venise, paru chez Stock. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode par Isabelle Autissier sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!